Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre L'île mystérieuse. Par Jules Verne. Partie 1. Les naufragés de l'air. Chapitre 1. Remontons-nous? Non. Au contraire. Nous descendons. Pis que cela, monsieur Cyrus. Nous tombons. Pour Dieu. Jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il? Non. J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air, et ces mots retentirent. Dehors tout ce qui pèse, tout est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est, qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année, et pendant lequel le baromètre tomba à 710 mm. Ce fut un ouragan sans intermittence, qui dura du 18 au 26 mars. Les ravages qu'il produisit furent immenses en Amérique, en Europe, en Asie, sur une zone large de 1800 milles, qui se dessinait obliquement à l'équateur, depuis le 35e parallèle nord jusqu'au 40e parallèle sud. Villes renversées, forêts déracinées, rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarets, navires jetés à la côte, que les relevés du Bureau Veritas chiffrèrent par centaines, territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage, plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer. Tels furent les témoignages de sa fureur, qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan. Il dépassait en désastre ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le 25 octobre 1810, l'autre le 26 juillet 1825. Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer, un drame, non moins saisissant, se jouait dans les airs bouleversés. En effet, un ballon, porté comme une boule au sommet d'une trombe, et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air, parcourait l'espace avec une vitesse de 90 000 à l'heure, en tournant sur lui-même, comme s'il eût été saisi par quelque maelstrom aérien. Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle, qui contenait 5 passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs, mêlées d'eau pulvérisée, qui traînaient jusqu'à la surface de l'océan. D'où venait cet aérostat, véritable jouet de l'effroyable tempête? De quel point du monde s'était-il élancé? Il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan. Or, l'ouragan durait depuis 5 jours déjà, et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le 18. On eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin, car il n'avait pas dû franchir moins de 2000 milles par 24 heures. En tout cas, les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ, car tout point de repère leur manquait. Il devait même se produire ce fait curieux, qu'emportés au milieu des violences de la tempête, ils ne les subissaient pas. Ils se déplaçaient, ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation, ni de leur déplacement dans le sens horizontal. Leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard, qui s'amoncelait sous la nacelle. Autour d'eux, tout était brume. Telle était même l'opacité des nuages, qu'ils n'auraient pu dire s'il faisait jour ou nuit. Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'océan n'avait dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones. Leur rapide descente avait seule pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient, au-dessus des flots. Cependant, le ballon, délesté de lourds objets, tels que munitions, armes, provisions, s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère à une hauteur de 4500 pieds. Les passagers, après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle, trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas, n'avaient pas hésité à jeter par-dessus le bord les objets même les plus utiles, et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide, de cette âme de leur appareil, qui les soutenait au-dessus de l'abîme. La nuit se passa au milieu d'inquiétudes, qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques. Puis le jour reparut, et avec le jour, l'ouragan marqua une tendance à se modérer. Dès le début de cette journée du 24 mars, il y eut quelques symptômes d'apaisement. À l'aube,
les nuages plus vésiculaires étaient remontés dans les hauteurs du ciel. En quelques heures, la trombe s'évasa et se rompit. Le vent de l'état d'ouragan passa au grand frais, c'est-à-dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié. C'était encore ce que les marins appellent une brise à 3 ris, mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable. Vers 11 heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée. L'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit, qui se sent même après le passage des grands météores. Il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest. Il paraissait s'être tué lui-même. Peut-être s'était-il écoulé en nappes électriques, après la rupture de la trombe, ainsi qu'il arrive quelquefois au typhon de l'océan Indien. Mais vers cette heure-là aussi, on eût pu constater de nouveau que le ballon s'abaissait lentement, par un mouvement continu, dans les couches inférieures de l'air. Il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu, et que son enveloppe s'allongeait en se distendant, passant de la forme sphérique à la forme ovoïde. Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de 2000 pieds au-dessus de la mer. Il jaugeait 50 000 pieds cubes, et grâce à sa capacité, il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air, soit qu'il eût atteint de grandes altitudes, soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale. En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore, la nacelle, les quelques vivres qu'ils avaient conservés, tout, jusqu'aux menus ustensiles qui garnissaient leurs poches, et l'un d'eux, s'étant hissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat. Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées, et que le gaz leur manquait. Ils étaient donc perdus. En effet, ce n'était ni un continent, ni même une île, qui s'étendait au-dessous d'eux. L'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût mordre. C'était l'immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence. C'était l'océan sans limite visible même pour eux, qui le dominait de haut, et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de 40 000. C'était cette plaine liquide, battue sans merci, fouettée par l'ouragan, qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées, sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches. Pas une terre en vue, pas un navire. Il fallait donc, à tout prix, arrêter le mouvement descensionnel, pour empêcher que l'aérostat ne vînt s'engloutir au milieu des flots. Et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle. Mais malgré leurs efforts, le ballon s'abaissait toujours, en même temps qu'il se déplaçait avec une extrême vitesse, suivant la direction du vent, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest. Situation terrible, que celle de ces infortunés. Ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat. Leur tentative ne pouvait aboutir. L'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus. Le fluide s'échappait, sans qu'il fût aucunement possible de le retenir. La descente s'accélérait visiblement, et à 1 heure après-midi, la nacelle n'était pas suspendue à plus de 600 pieds au-dessus de l'océan. C'est que, en effet, il était impossible d'empêcher la fuite du gaz, qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil. En allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait, les passagers avaient pu prolonger, pendant quelques heures, leur suspension dans l'air. Mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée, et si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelle et ballon auraient définitivement disparu dans les flots. La seule manœuvre qu'il y eut à faire encore, fut faite à ce moment. Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques, et qui savaient regarder la mort en face. On n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres. Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute. La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer, si elle y tombait. À 2 heures, l'aérostat était à peine à 400 pieds au-dessus des flots. En ce moment, une voix mâle, la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte, se fit entendre. À cette voix répondirent des voix non moins énergiques. Tout est-il jeté? Non. Il y a encore 10 000 francs d'or. Un sac pesant tomba aussitôt à la mer.
Le ballon se relève-t-il? Un peu, mais il ne tardera pas à retomber. Que reste-t-il à jeter au dehors? Rien. Si. La nacelle. Accrochons-nous au filet, et à la mer la nacelle. C'était en effet le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat. Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de 2000 pieds. Les 5 passagers s'étaient hissés dans le filet, au-dessus du cercle, et se tenaient dans le réseau des mailles, regardant l'abîme. On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats. Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical. L'appareil, flottant dans l'air, se comporte comme une balance d'une justesse mathématique. On comprend donc que, lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Mais après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre. Le gaz fuyait par la déchirure, qu'il était impossible de réparer. Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais. Ils n'avaient plus à compter que sur l'aide de Dieu. À 4 heures, le ballon n'était plus qu'à 500 pieds de la surface des eaux. Un aboiement sonore se fit entendre. Un chien accompagnait les passagers, et se tenait accroché près de son maître dans les mailles du filet. « Top a vu quelque chose !» s'écria l'un des passagers. Puis aussitôt, une voix forte se fit entendre. « Terre, terre !» Le ballon, que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest, avait depuis l'aube franchi une distance considérable, qui se chiffrait par centaines de milles, et une terre assez élevée venait en effet d'apparaître dans cette direction. Mais cette terre se trouvait encore à 30 milles sous le vent. Il ne fallait pas moins d'une grande heure pour l'atteindre, et encore à la condition de ne pas dériver. 1 heure. Le ballon ne se serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide? Telle était la terrible question. Les passagers voyaient distinctement ce point solide, qu'il fallait atteindre à tout prix. Ils ignoraient ce qu'il était, île ou continent, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés. Mais cette terre, qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas, qu'elle dût être hospitalière ou non, il fallait y arriver. Or, à 4 heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir. Fin du chapitre. Chapitre 2. Il rasait la surface de la mer. Déjà la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet, l'alourdissant encore, et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi, comme un oiseau qui a du plomb dans l'aile. Une demi-heure plus tard, la terre n'était plus qu'à 1 mille, mais le ballon épuisé, flasque, distendu, chiffonné en gros plis, ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure. Les passagers, accrochés au filet, pesaient encore trop pour lui, et bientôt, à demi plongés dans la mer, ils furent battus par les lames furieuses. L'enveloppe de l'aérostat fit poche alors, et le vent s'y engouffrant, le poussa comme un navire vent arrière. Peut-être accosterait-il ainsi la côte. Or il n'en était qu'à 2 encablures, quand des cris terribles, sortis de 4 poitrines à la fois, retentirent. Le ballon, qui semblait ne plus devoir se relever, venait de refaire encore un bond inattendu, après avoir été frappé d'un formidable coup de mer. Comme s'il eût été délesté subitement d'une nouvelle partie de son poids, il remonta à une hauteur de 1500 pieds, et là, il rencontra une sorte de remous du vent, qui, au lieu de le porter directement à la côte, lui fit suivre une direction presque parallèle. Enfin, 2 minutes plus tard, il s'en rapprochait obliquement, et il retombait définitivement sur le sable du rivage, hors de la portée des lames. Les passagers, s'aidant les uns les autres, parvinrent à se dégager des mailles du filet. Le ballon, délesté de leur poids, fut repris par le vent, et comme un oiseau blessé qui retrouve un instant de vie, il disparut dans l'espace. La nacelle avait contenu 5 passagers, plus un chien, et le ballon n'en jetait que 4 sur le rivage. Le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le filet, et c'est ce qui avait permis à l'aérostat allégé de remonter une dernière fois, puis, quelques instants après, d'atteindre la terre. À peine les 4 naufragés, on peut leur donner ce nom, avaient-ils pris pied sur le sol,
que tous, songeant à l'absent, s'écriaient « Il essaye peut-être d'aborder à la nage. Sauvons-le, sauvons-le !» Ce n'étaient ni des aéronautes de profession, ni des amateurs d'expéditions aériennes, que l'ouragan venait de jeter sur cette côte. C'étaient des prisonniers de guerre, que leur audace avait poussé à s'enfuir dans des circonstances extraordinaires. 100 fois, ils auraient dû périr. 100 fois, leurs ballons déchirés auraient dû les précipiter dans l'abîme. Mais le ciel les réservait à une étrange destinée, et le 20 mars, après avoir fui Richmond, assiégé par les troupes du général Ulysse Grant, ils se trouvaient à 7000 milles de cette capitale de la Virginie, la principale place forte des séparatistes, pendant la terrible guerre de sécession. Leur navigation aérienne avait duré 5 jours. Voici d'ailleurs, dans quelles circonstances curieuses s'était produite l'évasion des prisonniers, évasion qui devait aboutir à la catastrophe que l'on connaît. Cette année même, au mois de février 1865, dans un de ces coups de main que tenta, mais inutilement, le général Grant pour s'emparer de Richmond, plusieurs de ses officiers tombèrent au pouvoir de l'ennemi et furent internés dans la ville. L'un des plus distingués de ceux qui furent pris appartenait à l'état-major fédéral et se nommait Cyrus Smith. Cyrus Smith, originaire du Massachusetts, était un ingénieur, un savant de premier ordre, auquel le gouvernement de l'Union avait confié pendant la guerre la direction des chemins de fer, dont le rôle stratégique fut si considérable. Véritable Américain du Nord, maigre, osseux, efflanqué, âgé de 45 ans environ, il grisonnait déjà par ses cheveux ras et par sa barbe, dont il ne conservait qu'une épaisse moustache. Il avait une de ces belles têtes numismatiques, qui semblent faites pour être frappées en médaille, les yeux ardents, la bouche sérieuse, la physionomie d'un savant de l'école militante. C'était un de ces ingénieurs qui ont voulu commencer par manier le marteau et le pic, comme ces généraux qui ont voulu débuter simples soldats. Aussi, en même temps que l'ingéniosité de l'esprit, possédait-il la suprême habileté de main. Ses muscles présentaient de remarquables symptômes de tonicité. Véritablement homme d'action en même temps qu'homme de pensée, il agissait sans effort, sous l'influence d'une large expansion vitale, ayant cette persistance vivace qui défie toute mauvaise chance. Très instruit, très pratique, très débrouillard, pour employer un mot de la langue militaire française, c'était un tempérament superbe, car tout en restant maître de lui, quelles que fussent les circonstances, il remplissait au plus haut degré ces 3 conditions dont l'ensemble détermine l'énergie humaine, activité d'esprit et de corps, impétuosité des désirs, puissance de la volonté. Et sa devise aurait pu être celle de Guillaume d'Orange au XVIIe siècle, « Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». En même temps, Cyrus Smith était le courage personnifié. Il avait été de toutes les batailles, pendant cette guerre de sécession. Après avoir commencé sous Ulysse Grant dans les volontaires de l'Illinois, il s'était battu à Paducéache, à Belmont, à Pittsburgh Landing, au siège de Corinthe, à Port Gibson, à la Rivière Noire, à Chattanooga, à Wilderness, sur le Potomac, partout et vaillamment, en soldat digne du général qui répondait « Je ne compte jamais mes morts ». Et 100 fois, Cyrus Smith aurait dû être au nombre de ceux-là que ne comptait pas le terrible Grant. Mais dans ces combats, où il ne s'épargnait guère, la chance le favorisa toujours, jusqu'au moment où il fut blessé et pris sur le champ de bataille de Richmond. En même temps que Cyrus Smith, et le même jour, un autre personnage important tombait au pouvoir des sudistes. Ce n'était rien moins que l'honorable Gédéon Spilett, reporter du New York Herald, qui avait été chargé de suivre les péripéties de la guerre au milieu des armées du Nord. Gédéon Spilett était de la race de ces étonnants chroniqueurs anglais ou américains, des Stanley et autres, qui ne reculent devant rien pour obtenir une information exacte et pour la transmettre à leur journal dans les plus brefs délais. Les journaux de l'Union, tels que le New York Herald, forment de véritables puissances, et leurs délégués sont des représentants avec lesquels on compte. Gédéon Spilett marquait au premier rang de ces délégués. Homme de grand mérite, énergique, prompt et prêt à tout, plein d'idées, ayant couru le monde entier, soldat et artiste, bouillant dans le conseil, résolu dans l'action, ne comptant ni peine ni fatigue, ni danger, quand il s'agissait de tout savoir pour lui d'abord et pour son journal ensuite, véritable héros de la curiosité, de l'information, de l'inédit, de l'inconnu, de l'impossible, c'était un de ces intrépides observateurs qui écrivent sous les balles, chroniques, sous les boulets, et pour lesquels tous les périls sont des bonnes fortunes.
Lui aussi avait été de toutes les batailles, au premier rang, revolver d'une main, carnet de l'autre, et la mitraille ne faisait pas trembler son crayon. Il ne fatiguait pas les fils de télégrammes incessants, comme ceux qui parlent alors qu'ils n'ont rien à dire. Mais chacune de ses notes, courtes, nettes, claires, portait la lumière sur un point important. D'ailleurs, l'humour ne lui manquait pas. Ce fut lui qui, après l'affaire de la Rivière Noire, voulant à tout prix conserver sa place au guichet du bureau télégraphique, afin d'annoncer à son journal le résultat de la bataille, télégraphia pendant 2 heures les premiers chapitres de la Bible. Il en coûta $2000 au New York Herald, mais le New York Herald fut le premier informé. Gédéon Spilett était de haute taille. Il avait 40 ans au plus. Des favoris blonds tirant sur le rouge encadraient sa figure. Son œil était calme, vif, rapide dans ses déplacements. C'était l'œil d'un homme qui a l'habitude de percevoir vite tous les détails d'un horizon. Solidement bâti, il s'était trempé dans tous les climats comme une barre d'acier dans l'eau froide. Depuis 10 ans, Gédéon Spilett était le reporter attitré du New York Herald, qui l'enrichissait de ses chroniques et de ses dessins, car il maniait aussi bien le crayon que la plume. Lorsqu'il fut pris, il était en train de faire la description et le croquis de la bataille. Les derniers mots relevés sur son carnet furent ceux-ci: « Un sudiste me couche enjoué ». Et Gédéon Spilett fut manqué, car suivant son invariable habitude, il se tira de cette affaire sans une égratignure. Cyrus Smith et Gédéon Spilett, qui ne se connaissaient pas, si ce n'est de réputation, avaient été tous les deux transportés à Richmond. L'ingénieur guérit rapidement de sa blessure, et ce fut pendant sa convalescence qu'il fit connaissance du reporter. Ces deux hommes se plurent et apprirent à s'apprécier. Bientôt, leur vie commune n'eut plus qu'un but: s'enfuir, rejoindre l'armée de Grant et combattre encore dans ses rangs pour l'unité fédérale. Les deux Américains étaient donc décidés à profiter de toute occasion, mais bien qu'ils eussent été laissés libres dans la ville, Richmond était si sévèrement gardée qu'une évasion devait être regardée comme impossible. Sur ces entrefaits, Cyrus Smith fut rejoint par un serviteur qui lui était dévoué à la vie, à la mort. Cet intrépide était un nègre né sur le domaine de l'ingénieur, d'un père et d'une mère esclaves, mais que depuis longtemps, Cyrus Smith, abolitionniste de raison et de cœur, avait affranchi. L'esclave devenu libre, n'avait pas voulu quitter son maître. Il l'aimait à mourir pour lui. C'était un garçon de 30 ans vigoureux, agile, adroit, intelligent, doux et calme, parfois naïf, toujours souriant, serviable et bon. Il se nommait Nabuchodonosor, mais il ne répondait qu'à l'appellation abréviative et familière de Nab. Quand Nab apprit que son maître avait été fait prisonnier, il quitta le Massachusetts sans hésiter, arriva devant Richmond, et à force de ruse et d'adresse, après avoir risqué 20 fois sa vie, il parvint à pénétrer dans la ville assiégée. Ce que furent le plaisir de Cyrus Smith en revoyant son serviteur, et la joie de Nab à retrouver son maître, cela ne peut s'exprimer. Mais si Nab avait pu pénétrer dans Richmond, il était bien autrement difficile d'en sortir, car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux. Il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion avec quelque chance de succès, et cette occasion, non seulement ne se présentait pas, mais il était malaisé de la faire naître. Cependant, Grant continuait ses énergiques opérations. La victoire de Petersburg lui avait été très chèrement disputée. Ses forces, réunies à celles de Butler, n'obtenaient encore aucun résultat devant Richmond, et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dut être prochaine. Le reporter, auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter, ne pouvait plus y tenir. Il n'avait qu'une idée: sortir de Richmond et à tout prix. Plusieurs fois même, il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables. Cependant, le siège continuait, et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de Grant, certains assiégés avaient non moins hâte de s'enfuir, afin de rejoindre l'armée séparatiste, et parmi eux, un certain Jonathan Forster, sudiste enragé. C'est qu'en effet, si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville, les fédérés ne le pouvaient pas non plus, car l'armée du Nord les investissait. Le gouverneur de Richmond, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus communiquer avec le général Lee, et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville, afin de hâter la marche de l'armée de secours.
Ce Jonathan Forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon, afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes. Le gouverneur autorisa la tentative. Un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de Jonathan Forster, que 5 de ses compagnons devaient suivre dans les airs. Ils étaient munis d'armes, pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant, et de vivres, pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait. Le départ du ballon avait été fixé au 18 mars. Il devait s'effectuer pendant la nuit, et avec un vent de nord-ouest de moyenne force, les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de Lee. Mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise. Dès le 18, on put voir qu'il tournait à l'ouragan. Bientôt, la tempête devint telle que le départ de Forster dut être différé, car il était impossible de risquer l'aérostat et ceux qui l'emporteraient au milieu des éléments déchaînés. Le ballon, gonflé sur la grande place de Richmond, était donc là, prêt à partir à la première accalmie du vent, et dans la ville, l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas. Le 18, le 19 mars se passèrent sans qu'aucun changement se produisît dans la tourmente. On éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon, attaché au sol, que les rafales couchaient jusqu'à terre. La nuit du 19 au 20 s'écoula, mais au matin, l'ouragan se développait encore avec plus d'impétuosité. Le départ était impossible. Ce jour-là, l'ingénieur Cyrus Smith fut accosté dans une des rues de Richmond par un homme qu'il ne connaissait point. C'était un marin nommé Pencroff, âgé de 35 à 40 ans, vigoureusement bâti, très hâlé, les yeux vifs et clignotants mais avec une bonne figure. Ce Pencroff était un Américain du Nord, qui avait couru toutes les mers du globe, et auquel, en fait d'aventure, tout ce qui peut survenir d'extraordinaire à un être à 2 pieds sans plume était arrivé. Inutile de dire que c'était une nature entreprenante, prête à tout oser, et qui ne pouvait s'étonner de rien. Pencroff, au commencement de cette année, s'était rendu pour affaire à Richmond avec un jeune garçon de 15 ans, Harbert Brown, du New Jersey, fils de son capitaine, un orphelin qu'il aimait comme si c'eût été son propre enfant. N'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège, il s'y trouva donc bloqué, à son grand déplaisir, et il n'eut plus aussi, lui, qu'une idée, s'enfuir par tous les moyens possibles. Il connaissait de réputation l'ingénieur Cyrus Smith. Il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein. Ce jour-là, il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant sans plus de préparation. « Monsieur Smith, en avez-vous assez de Richmond ?» L'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi, et qui ajouta à voix basse. « Monsieur Smith, voulez-vous fuir ?»« Quand cela ?» répondit vivement l'ingénieur, et on peut affirmer que cette réponse lui échappa, car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole. Mais après avoir d'un œil pénétrant observé la loyale figure du marin, il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix brève. Pencroff se fit connaître. « Bien, répondit Cyrus Smith. Et par quels moyens me proposez-vous de fuir ? Par ce fainéant de ballon qu'on laisse là à rien faire, et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès. » Le marin n'avait pas eu besoin d'achever sa phrase. L'ingénieur avait compris d'un mot. Il saisit Pencroff par le bras et l'entraîna chez lui. Là, le marin développa son projet très simple en vérité. On ne risquait que sa vie à l'exécuter. L'ouragan était dans toute sa violence, il est vrai, mais un ingénieur adroit et audacieux, tel que Cyrus Smith, saurait bien conduire un aérostat. S'il eût connu la manœuvre, lui, Pencroff, il n'aurait pas hésité à partir avec Harbert 100 ans. Il en avait vu bien d'autres, et n'en était plus à compter avec une tempête. Cyrus Smith avait écouté le marin sans mot dire, mais son regard brillait. L'occasion était là. Il n'était pas homme à la laisser échapper. Le projet n'était que très dangereux, donc il était exécutable. La nuit, malgré la surveillance, on pouvait aborder le ballon, se glisser dans la nacelle, puis couper les liens qui le retenaient. Certes, on risquait d'être tué, mais par contre, on pouvait réussir et sans cette tempête. Mais sans cette tempête, le ballon fut déjà parti, et l'occasion tant cherchée ne se présenterait pas en ce moment. « Je ne suis pas seul »,
dit en terminant Cyrus Smith. Combien de personnes voulez-vous donc emmener? Demanda le marin. 2, mon ami Spilett et mon serviteur Nab. Cela fait donc 3, répondit Pencroff. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.